Salut à tous et bienvenue dans Football Undercover, l'émission qui vous emmène dans les coulisses du football. Donc ici, comme d'habitude, on n'est pas là pour analyser un match ou une tactique, mais plutôt pour parler de tout ce qui entoure le foot quand le stade est fermé. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir un invité hors du commun avec un parcours atypique. Il est passé par le monde du football, ensuite il est devenu chef d'entreprise d'une société à succès et par la suite il est devenu président d'un club avec une histoire assez forte, la RAL, Club de la Louvière. Et donc, il est venu ici pour nous parler de son parcours, de sa vision du management et du football. Monsieur Salvatore Curaba, merci. Avec plaisir, bonjour. Enchanté de vous accueillir dans notre podcast. Merci. Je vous remercie pour d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Donc voilà, avant de commencer à parler de votre parcours, donc, comme j'ai dit, je rappelle un peu, vous êtes passé par le football, donc vous êtes devenu chef d'entreprise. Et donc, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet par rapport à votre rôle de président de club de foot, je vais vous laisser un peu nous débriefer votre parcours avant. J'ai eu la chance d'avoir une très 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 belle enfance. Et je me souviens quand j'étais jeune, et j'ai retrouvé un article de presse quand j'avais 17 ans, je voulais devenir joueur professionnel. En même temps, j'étais assez brillant. Enfin, brillant n'est peut-être pas le bon mot, mais quand même, oui, j'étais en latin maths, et donc j'étais assez fort en mathématiques. Je réussissais très facile mes études sans beaucoup travailler. Vous étiez un élève assez consciencieux alors. Vous aimiez l'école non, je pense que j'étais doué. Doué parce que je n'ai jamais pas travaillé. Doué, c'est même pas le mot. J'ai eu la chance, mon épouse, elle me dit tout le temps, tu n'as aucun mérite parce que tu es intelligent et donc tu n'as aucun mérite. Les autres doivent faire des efforts, toi tu ne dois même pas faire d'efforts, et donc elle me met la pression. Soit. Donc 18 ans, je dois faire des choix d'études, mais j'ai pas envie de faire de longues études, longues et fastidieuses, et je fais un graduat en informatique, et c'est à 18 ans, et je pense que je commence en division 2 à la Louvière. Donc j'étais en junior UEFA à 17 ans, j'avais déjà fait 1 ou 2 matchs en équipe première. Mes qualités footballistiques, je pense que j'ai réussi principalement avec mon tempérament, plus qu'avec les qualités, parce que j'étais pas super rapide, pas super technique. Juste ce qu'il faut, juste Vous aviez une intelligence footballistique qui vous a permis d'arriver à j'avais beaucoup de leadership sur le terrain, et j'avais pas peur. Donc j'étais assez physique. En fait, j'ai un peu oublié. Je ne sais plus quel type de joueur je suis. Même quand j'étais joueur de division 1, je ne sais plus vraiment quel type de joueur j'étais. Certains disent que j'étais élégant, et d'autres disent « mais non, tu étais super physique ». Donc je ne sais plus qui croire. Enfin, soit. Peut-être un mélange des deux. Peut-être un mélange des deux, oui. Et donc, quand j'étais jeune, je jouais plutôt milieu de terrain. Et puis, comme j'étais pas super doué, je redescendais en défense. Et j'ai la chance, après une année à la RAL, à l'époque, en division 2, que le Sporting de Charleroi me repère, et je vais jouer au Sporting de Charleroi en division 2, puisque c'est assez fou, mais pendant 1 an en division 2 à la RAL, je n'ai pas de contrat, donc j'ai pas de salaire, j'ai pas de contrat, je joue gratuitement, puisque je suis un jeune juste pour jeune voir du si club. tu es avec nos auditeurs, c'était dans quelle année? J'ai 62 ans, donc il y a plus de 40 ans, il y a les années 80, 70, 80. C'était voilà, donc 63, donc 80, 83, et puis j'ai mon premier contrat avec le Sporting de Charleroi. Oui, je termine mes études de gradué en informatique, et puis le président du Sporting de Charleroi, paix à son âme, Jean-Paul Spo, travaillait chez IBM, et donc lui n'en revenait pas qu'un joueur de foot de son équipe faisait des études d'informatique. C'était un peu l'informatique à l'époque, c'était le début, hein, donc soit je suis donc, au Sporting. Juste pour savoir à ce moment-là, comment vous arrivez à coupler donc vos études et les entraînements? Vous avez par exemple combien d'entraînements par semaine à ce moment-là en tant que footballeur? Quand j'étais à la Louvière, je pense que c'était 3-4 entraînements le soir. Plus le match. Ma vie, c'était les études. Mais bon, en fait, pourquoi j'ai choisi un graduat informatique? Parce qu'il ne faut pas beaucoup étudier. Il faut juste comprendre les matières. Et puis, on s'entraîne le soir. C'est quand même cool, quoi. Alors, ceux qui disent, oui, mais bon, c'est difficile de combiner les deux,
c'est juste des excuses. Hein, donc, D'accord, mais comme ça, au moins nos auditeurs savent, s'ils veulent avoir des études, il ne faut pas trop étudier, aller dans le... Peut-être que les choses ont changé, mais bon, soit je ne devais pas énormément Après, c'est peut-être parce que vous étiez un peu plus intelligent, vous avez... Peut-être que je comprenais vite les matières, et puis oui, bon, c'est un peu du raisonnement, hein, donc l'informatique. Et donc, je suis au Sporting de Charleroi, division 2, et je commence à travailler à l'âge de 20 ans, puisque je n'ai pas dû faire mon service militaire en tant qu'Italien, et donc de 20 à 25 ans, je suis au Sporting, 5 saisons, 2 en division 2, où je suis titulaire, et puis 3 en division 1. Et la première année en division 1, je me souviens de ces statistiques, je joue 30 matchs, je suis titulaire 30 matchs sur 34 matchs joués alors que je viens de la division 2. Et puis la deuxième année un peu plus difficile parce que le Sporting s'est renforcé. Et la troisième année, le Sporting est passé, troisième année en division 1, le Sporting Charleroi a voulu passer professionnel. Et donc, tous les joueurs étaient professionnels. Et moi, j'ai refusé d'être professionnel. Donc, ça voulait dire quoi? On fait signer un nouveau contrat, quelque chose non, le contrat... Non, ça n'a pas d'importance. Bon, peut-être qu'on était un peu augmenté, mais c'était même pas financier. C'était qu'on s'entraînait la journée et puis le soir. Une professionnalisation un peu plus, peut-être. On s'entraîne, donc on plus de temps au foot, puisqu'on s'entraînait le matin, on devait aller jouer le midi. Quelquefois, il y avait des entraînements l'après-midi, il y avait des soins plus importants. Et ils ont accepté que moi, je ne sois pas professionnel. Et donc, j'étais un peu à mi-temps au boulot, mais à mi-temps également au Sporting, puisque j'allais travailler à 8h, puis à 10h, j'allais m'entraîner. Puis à midi, moi, je retournais travailler pendant qu'eux allaient manger. Et l'après-midi, je n'allais pas m'entraîner alors qu'eux s'entraînaient. Et donc, j'ai pas fait une bonne saison. J'ai peut-être fait, je sais plus moi, 10-15 matchs titulaires sur la saison. Et donc, je suis toujours informaticien. C'est un peu réducteur, informaticien. J'ai commencé comme programmeur à l'âge de 20 ans, mais à 25 ans, j'étais plutôt chef de projet, chef d'équipe. J'avais bien évolué au niveau informatique. C'est pas trop long? Non, on aime ça. J'ai une petite question, justement. Dans le vif du sujet. J'ai une petite question par rapport à ça. Donc, justement, j'ai un grand respect pour vous, pour ce que vous avez fait en combinant les études et le football. Mais est-ce que vous pensez que c'est encore possible dans le football d'aujourd'hui de combiner les deux? Les études, je dirais oui. Le travail, un peu moins. Mais bon, c'est quand même un peu plus difficile. Ça dépend peut-être du niveau. C'est un peu plus difficile quel type d'études parce que maintenant, les joueurs, même les plus jeunes, doivent s'entraîner en journée, l'après-midi. Le football prend de plus en plus de temps. Donc, il faudra vraiment être super, super organisé, ne plus quasiment avoir de temps libre. Et je reconnais que c'est quand même, maintenant, en réfléchissant, que ça doit être beaucoup plus difficile de mon temps. Mais dans mon temps, il y a beaucoup de gens qui disaient non, je ne fais pas les études parce que je joue au foot. Hein, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et donc voilà, et là ils m'ont dit non, soit tu deviens professionnel et tu laisses tomber ton boulot, soit tu dois nous quitter. À 25 ans, finalement, c'était quand même l'objectif de ma vie de devenir professionnel. Dans le football. Et j'ai dit non, j'étais pas assez doué. Le football commençait un tout petit peu à m'ennuyer. En plus, je jouais défense. Moi, j'avais envie d'aller vers l'avant. Ça ne m'amusait plus. Ça m'amusait plus trop. C'est peut-être des excuses. Ça. Je pense que pense que j'étais passé. J'allais jamais devenir un grand joueur. Et donc, c'était un choix. Et j'ai choisi d'abandonner le foot. C'est pas vrai. J'ai joué en division 3 à la Halle, puis j'ai joué une année au Stade Leuven parce que je voulais apprendre le néerlandais. Et quand je quitte le Sporting de Charleroi et le métier de joueur professionnel, je change également de métier. Je deviens commercial dans l'informatique. Donc, j'étais chef de projet programmeur à Charleroi, où j'étais, vous imaginez, un joueur de division 1 à Charleroi. Ouais. Je travaillais comme informaticien, j'allais dans les hôpitaux, partout où j'allais. C'est ça que j'allais vous demander. Tout le monde me connaissait. Déjà ce statut, est-ce que vous reconnaissez? Parce que c'est vrai que si, moi je me souviens que j'allais à la télé comme voilà. Non, pas trop. L'après, je me souviens, j'allais quelquefois dans la salle informatique et je voyais sur l'ordinateur une grande photo de moi collée par les gens. Donc c'était amusant. Pendant la presse me téléphonait, j'étais en train de travailler
travaillé pendant une demi-heure, je répondais à la presse. Bon, j'étais pas super médiatisé, hein, mais Il y avait quand même un statut. voilà, un statut, oui. Et puis, je redescends tout en bas de l'échelle, puisque je deviens commercial en informatique à Bruxelles, où il faut de nouveau reprouver comme commercial. Et je joue en Division 3, mais c'est fini. Je joue en Division 3. C'est le plaisir. Mais il y a moins d'exigences. Ouais, plaisir, peut-être financier aussi. Plaisir financier. Bon, c'était difficile de dire j'arrête de football à 25 ans, quoi. Hein, donc, et puis 2 ans à la Louvière, puis je travaillais à Zaventem. Hein, donc, je travaillais à Zaventem. Et puis, je me dis pourquoi pas aller jouer à Leuven, qui était pas très loin de Zaventem. C'était 20 minutes de route. C'était l'occasion. Je voulais absolument apprendre le néerlandais. Et heureusement que j'ai fait tous ces efforts parce que maintenant, c'est presque une langue, même si je suis pas parfait bilingue, mais c'est une langue presque naturelle. Vous avez pratiqué, vous avez conversé en néerlandais. J'ai eu une réunion de coordination. Vous savez, les clubs, il y a des coordinations de la police. Donc, la police de chaque club se coordonne avec le coordinateur sécurité. Et moi, j'étais là parce qu'il y avait un nouveau. Et donc, je vais discuter avec un responsable de l'autre club, mais en néerlandais. Mais j'ai pu même me fâcher en néerlandais. Donc, et donc ça, on peut se fâcher dans une autre langue. Oui, c'est qu'on a un très bon niveau. Dire qu'on a un bon niveau, bon, enfin, soit. Et donc, comme commercial, j'étais, parce que la vie, c'est juste une question de travail, d'effort, d'organisation. Et donc, comme commercial, je réussissais également très, 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 très bien. Et bon, voilà, j'ai voulu comme métier de vendeur. Et à 28 ans, je décide quand même de suivre des cours d'entraîneur. Parce que je sais que j'ai toutes les qualités pour être entraîneur, parce que je suis un meneur d'hommes, je suis un leader. Ma force, quand j'étais jeune footballeur, c'est que tout le monde m'écoutait. Je ne devais même pas commander. Je disais quelque chose. Tout le monde était à l'écoute sur le terrain de ce que je disais. Donc, je savais que c'était des qualités d'un entraîneur. J'ai quand même beaucoup de leadership naturel. Et donc, j'ai suivi l'école d'entraîneur. En plus de votre travail que vous aviez déjà à ce moment-là. C'est le samedi. C'est pas comme maintenant où c'est le lundi soir. Quand même, hein, oui, peut-être que je dis les samedis. Non, on allait voir les matchs le week-end. Je ne sais pas, je me souviens plus trop. Il y avait des cours, il y avait des préparations. Ah oui, je recevais des gens à la maison. Oui, il y avait quand même du boulot. Oui. Bon. Et pendant tout ce qui s'est passé là, dans tout ce que vous nous avez raconté, il n'y a pas eu un moment où vous avez regretté votre choix ? Non, dans la vie, non. Donc, à 30 ans, après, j'ai mon diplôme d'entraîneur et je dois de nouveau faire un choix. Est-ce que je deviens entraîneur ou j'avais l'opportunité de devenir sales manager là où je travaillais parce que même dans la société, avec toute l'humilité, mais je me donne toujours à fond dans tout ce que je fais, donc je réussissais bien, et j'ai accepté le rôle de sales manager, et j'ai fait une parenthèse dans le football, définitivement. Pour moi, c'était définitif dans le football. Moi, le football, déjà quand j'étais joueur, ça m'intéressait pas trop, donc je dis ça, mais quelquefois, je ne connaissais même pas les résultats des autres équipes et on jouait le dimanche. Hein, donc, bon, c'était pas aussi médiatisé que maintenant. Maintenant, hein, donc, faut se mettre dans le contexte. Il y a 40 ans. Et voilà. Et donc, j'ai accepté le rôle de sales manager. Oui, entre-temps, quand même, très important parce que c'est quand même ma plus belle réussite. Je me suis marié. Hein, donc, oui, c'est ça que j'allais dire aussi. Il y a une famille, entre-temps, qui est en train de se construire. Sûr, mais il faut aller au travail, il faut aller à l'entraînement. J'ai la chance que mon épouse avait commencé à travailler comme prof de dessin, mais ça ne lui plaisait pas. Donc, elle s'est concentrée sur la maison. Il y a 30 ans, on a eu notre premier, moi à 30 ans, mon premier enfant, Céline, puis Stéphane 2 années après. Mais j'ai surtout commencé à beaucoup travailler quand je suis devenu sales manager. Donc à l'âge de 30 ans, là, j'ai vraiment beaucoup travaillé parce que vous avez la responsabilité d'une équipe. Il faut réussir par la porte ou par la fenêtre. Il faut réussir. Et je n'ai pas arrêté de monter dans la société dans laquelle on était. Et je me souviens
souviens que entre 33 et 35 ans, j'étais plus que sales manager, j'étais devenu directeur dans la société. Et la société est passée de 50 à 100 personnes à Bruxelles. Vraiment. Donc, je portais la société comme je porte souvent les projets dans lesquels je travaille, tout en faisant... j'ai beaucoup de chance de toujours avoir des gens compétents, passionnés autour de moi, et je les aide à se développer, et j'arrive toujours à créer cette notion d'équipe où tout le monde se surpasse, et puis finalement ça devient un projet de groupe. Et à 35 ans, on me propose de devenir directeur général de la société dans laquelle je travaille, mais je ne suis pas tout à fait heureux parce qu'elle dépend d'un groupe suédois, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et puis, je veux devenir actionnaire. Pourquoi je veux devenir actionnaire? Parce que je me dis, je vais me donner à fond dans une entreprise, et à 60 ans, j'ai ma pension, et puis quoi? Et tandis que si on est actionnaire, on travaille dur dans l'entreprise, et après, vous récoltez Voilà, c'est ça, récolter plus de lauriers. Oui, quoi. Oui, c'était simplement ça. Je me dis, non, je vais me donner à fond, j'ai pas envie, quand je vais être vieux à 60 ans, voilà, finalement, j'ai travaillé comme un malade. Que vous soyez juste quelqu'un qu'on remplace. Oui, et j'ai fondé la société Easy à l'âge de 35 ans. J'ai refusé cette fonction de directeur général pour fonder la société Easy, en prenant des risques importants, parce que là, j'ai bien gagné ma vie, donc j'ai déjà une belle villa, j'ai mes 2 enfants, 3 et 5 ans, mon épouse. Mais là, Salvatore, donc toi, tu as joué au football, comme tu as dit. Est-ce que c'est avec l'argent du football que tu as investi? On gagnait rien à ce moment-là. C'est pas les mêmes salaires qu'aujourd'hui? Non, on gagnait rien, on gagnait rien. Moi, je peux vous dire mes salaires. Et je me souviens, lors d'un concours, on a montré ma fiche de salaire. Moi, je pense que je gagne... c'était quand même... Je gagnais rien. À ce moment-là, au moment où vous créez votre entreprise, vous voulez dire? Non, là, tu parles comme footballeur. Footballeur, moi, je me souviens que la dernière année, mon contrat, c'était minimum 1 million de francs belges. Sur l'année. Ouais. Sur l'année. Okay. C'était quand même 25 000 euros. Ça veut dire que je gagnais en francs belges 100 000 francs belges avec le foot. Mais c'était beaucoup, 100 000 francs belges. Ouais. Donc 2500 euros. 2500 euros. Donc, oui, de l'époque. Non, c'est en gagnant. Et vous les placerez plutôt le haut du salaire ou plutôt moyen par rapport à j'avais aussi mon salaire d'informaticien. Mais je parle par rapport au foot, vraiment. Non, j'étais un bas sportif, on n'était pas bien payé. Je pense que, oui, les gros salaires à l'époque, c'était 400-500 000 euros. D'accord. Par mois, et moi, j'étais plutôt à... Les tout gros salaires, 450, les très bons joueurs, 250 000, 300 000 euros, et moi, pas euros, francs belges, et moi, j'étais à 100 000 euros, 100 000 francs belges. 100 000 francs belges. Oui, c'est une bonne fourchette, Bon, et puis voilà, moi j'avais construit, et puis à 35 ans, il faut créer la société Easy, mais j'ai pas envie de faire quelque chose de petit, donc j'ai envie que... Bien sûr. Et donc je fais un crédit important en mettant ma maison en hypothèque, alors que je gagnais très bien ma vie, et que normalement j'aurais dû continuer à rester dans cette zone de confort, mais pas confort parce qu'il fallait quand même travailler, et je suis totalement sorti, j'ai fait prendre des risques importants à ma famille, et ça c'était l'obligation de réussir, parce que si vous prenez des risques, vous n'avez pas le choix, il faut réussir, et on a eu la chance, mais on a mis toute la chance de notre côté pour y arriver, qu'Easy aujourd'hui est une véritable success story, puisqu'Easy c'est 600 personnes. Donc la société a été créée un peu plus de... Juste pour savoir, au début, vous avez commencé avec combien vite, donc on a fondé la société en mars 1999, et fin d'année on était 50. On était 50 personnes. Donc, c'était pas quelque chose de petit, c'était des bureaux, des grands bureaux à Zaventem, parce que je travaillais dans ce métier-là depuis 10 ans. Donc, je connaissais le marché, je savais tout. Donc, on a vite été 50. Et puis, après 20, puisque j'ai arrêté il y a 7 ans, après 18-19 ans, on était 250 personnes. Quand j'ai arrêté chez Easy, j'expliquerai après le parcours, on était 250. Et maintenant, la société, c'est 600
600 personnes. Une véritable success Oui, d'après ce que j'ai entendu, vous avez récolté plusieurs prix importants. Par exemple, oui. Entreprise Entreprise de l'année en 2019, entreprise de l'année. Meilleur employeur. Et depuis 11 fois, on est meilleur employeur de Belgique, c'est-à-dire la société où les employés sont les plus heureux de Belgique. Mais attention, heureux ne veut pas dire... Et du coup, vous offrez des CDI, c'est pour un ami. Et si vous êtes prêt à travailler énormément, et si vous êtes extrêmement compétent, et si vous êtes une belle personne, il y a des chances qu'on vous recrute, quoi. Donc, 11 fois consécutives quand même. 11 fois consécutives. Donc, 10 fois dans les sociétés de moins de 500 personnes, et maintenant on est pour la première fois dans les sociétés de plus de 500 personnes. Alors que c'est une société où il y a énormément de pression, où il faut travailler dur parce qu'on doit tendre vers l'excellence, on doit toujours faire mieux. Et voilà, ça se passe très bien. Pour bien comprendre maintenant, vous n'avez plus aucun lien avec Easy ou vous êtes j'ai quand même 40% de la société. Donc, j'ai quand même encore 40% de la société. Donc, le succès donc 35 ans au fond d'Easy et on est tout de suite successful à notre niveau. Dès la première année, on gagne de l'argent, ce qui nous permet d'investir, de prendre des décisions extrêmement importantes, puisqu'on décide, juste à 1 an après l'existence, de développer un package de comptabilité, un logiciel de comptabilité. Ça vous paraît peut-être simple, dire on développe un logiciel de comptabilité, mais il y en avait tellement sur le marché. Mais bon, moi j'étais dans ce business-là, j'ai dit non, mais on va faire le meilleur logiciel de comptabilité. Qui marque le plus. Et aujourd'hui, notre solution Adfinity est vraiment considérée comme une des meilleures solutions de comptabilité en Belgique. Et il y a à peu près 300-400 personnes qui travaillent dans ce logiciel de comptabilité. Donc, on a dû prendre des décisions importantes, courageuses pour réussir. Et je voulais surtout qu'on devienne une société connue, reconnue en Belgique, qu'on devienne un exemple dans notre style de gérer. Et on a mis en place énormément de process à tous les niveaux. Donc, l'organisation qui est vraiment primordiale. On est une société super structurée. Et ça nous a permis de surmonter chaque difficulté, chaque problème, chaque crise. Tout le monde dans la société est très important parce que pour être heureux, il faut se sentir important, valorisé, il faut du sens, il faut de l'amour. Tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Grâce à tous les process, personne n'est indispensable. Et si quelqu'un est indispensable, ça veut dire qu'il ne travaille pas bien, il ne met pas en place la structure pour se rendre justement dispensable. Le rôle d'un manager, c'est de former d'autres managers et de tout mettre en place pour que lui-même ne soit plus nécessaire. Ça, c'est le rôle d'un manager. Et si un manager a besoin, si ça dépend de lui, c'est que c'est pas un bon manager. Et s'il n'arrive pas à former d'autres managers, c'est que c'est pas un bon manager. C'est facile. J'évalue la capacité d'un manager, sa valeur à sa capacité à former d'autres managers. Sinon, donc il faut recruter des bonnes personnes, meilleures que soi, et puis il faut les inspirer, il faut les développer et leur donner l'autonomie pour qu'un jour ils puissent vous remplacer. Ça, c'est la philosophie d'Easy. Et l'étape la plus belle, c'est que tous les employés d'Easy peuvent devenir actionnaires. C'est ça qui a fait le succès d'Easy, puisque tous les employés d'Easy, après 2 ans, une fois qu'ils ont démontré qu'ils ont l'ADN, ce qu'on appelle chez nous les valeurs humaines, il y a 5 valeurs humaines, et dès qu'une personne est dans ces valeurs humaines, elle peut devenir actionnaire, elle doit acheter des actions chères, elle doit prendre des risques, elle doit mettre peut-être sa maison en hypothèque, elle doit peut-être faire des crédits, peu importe, elle doit trouver l'argent, acheter des actions, valoriser, pas au prix du marché, mais quasiment. Et puis elle doit être volontaire. Et aujourd'hui, on compte sur 600 personnes. Il y a peut-être, 200 actionnaires. Donc Easy n'est plus ma société. Easy est notre société où tout le monde se sent un peu,
pas le boss, mais se sent responsable par rapport à la société. Les clients sont ravis parce que la qualité de service est très, très, très grande. Il y a un souci de l'excellence, toujours faire mieux, toujours gagner plus d'argent, mais sans réduire la qualité. Au contraire, il faut garantir que les clients soient toujours contents. Donc, tout le monde est gagnant. Les employés sont gagnants, le client est gagnant, et le plus grand gagnant, évidemment, c'est moi-même comme Président, fondateur. tu dis que, justement, tu parles d'excellence. Beaucoup de personnes, quand ils ont joué au football, disent que ça les a servis dans leur vie. Est-ce que ton parcours t'a servi dans l'entrepreneuriat? Non, je suis joueur de football parce que je suis qui je suis. Et c'est pas parce que je suis joueur de football que je suis devenu entrepreneur. En plus, je suis même pas un entrepreneur. Je me considère pas comme un entrepreneur. Je suis un homme de projet. Bon, évidemment, comme joueur de football, c'est quand même l'esprit d'équipe, mais c'est pas vrai parce que quand j'étais jeune, je faisais partie d'une bande, j'étais le chef de la bande et c'était déjà mon équipe. Ça m'a probablement servi, comme toute expérience, aide la personne à se développer. Mais je ne pense pas que je puisse dire je suis devenu... De toute façon, j'ai joué que 5 ans, hein, donc je suis pas devenu qui je suis parce que j'ai fait 5 ans de football, quoi, hein, donc non, je pense que je suis qui je suis parce que j'adore travailler, que j'adore faire en sorte que les gens qui m'entourent soient heureux et soient meilleurs. J'adore partager, j'adore rêver, j'adore faire rêver les gens qui sont autour de moi. Et c'est ça qui est mon carburant quotidien, je dirais. Et c'est quoi les 5 valeurs qu'il faut pour être chez Easy? Les 5 valeurs qui sont les mêmes à la RAL, mais qui sont les valeurs de chaque... on pourrait dire que c'est les valeurs presque de chaque personne. C'est le respect, mais pas que le respect des clients, c'est le respect entre les collaborateurs, des fournisseurs, de soi, de ses engagements. Je respecte, je suis un homme. C'est la règle la plus importante. C'est la valeur numéro 1. Plus la deuxième, peut-être que là, on pourrait croire que je fais le malin, mais je déteste les gens qui font les malins, donc on doit toujours rester très, très humble, donc ne jamais mettre de masque, toujours avoir la même attitude, quel que soit votre interlocuteur, que vous parliez à un ouvrier ou un ministre, vous avez toujours le même discours, vous considérez la personne qui vous écoute de la même manière. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'à la RAL, on est très vigilant quand on recrute un joueur. Je ne veux pas des joueurs qui font leur star, quoi. Donc, moi, je veux des joueurs qui doivent dire bonjour, qui doivent parler, qui doivent être respectueux des consignes. C'est quelque chose qui pourrait m'énerver très fort si je sens que là, on n'est pas respectueux et qu'on n'est pas dans l'égalité. Puis, être positif. J'aime les gens positifs. J'aime pas les gens qui se plaignent, qui râlent parce que finalement, il y a ça, qui viennent avec des problèmes. On doit être positif, parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre. En Belgique, nous n'avons pas le droit de se plaindre. Il y a des pays où on a le droit de se plaindre, mais là, tout ce qui se passe en Belgique, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Malheureusement, les gens ne le réalisent pas assez, je pense. Il y a toujours moyen d'avoir plus, c'est mieux, mais il y a beaucoup de gens qui ont... Mais vraiment beaucoup de gens qui ont nettement moins que tout ce que nous avons. Donc, de quel droit on peut se plaindre? Et puis, j'adore les gens qui ont le sens des responsabilités, c'est-à-dire qui vont toujours faire ce qu'il faut faire. Quand il y a quelque chose à faire, on le fait. Et on ne doit pas leur demander 5 fois de le faire. Ils doivent anticiper, voir. Ça fait aussi partie du respect. Si on demande à quelqu'un de faire quelque chose, on ne doit pas lui rappeler 10 fois, attends, tu as fait ça. Ou de voir, tiens, j'ai vu ça, je le fais, de ne pas attendre qu'on vous fasse des remarques pour faire des choses qui peuvent mettre des priorités là où c'est nécessaire. Si à un certain moment un client est bloqué, on s'en fout du padel. D'abord, on débloque le client et puis on va au padel, quoi. Donc, c'est ce sens des responsabilités qui, pour moi, est important. Et puis, quand même, oui, la loyauté. Donc, j'aime les gens que je vais sentir qui vont tout faire pour être loyal, qui vont pas partir à la moindre proposition. En même temps, moi, je dois tout faire également pour
pour qu'eux se sentent bien et qu'il n'ait pas de... Enfin, parce que si quelqu'un se sent mal, c'est comme dans un couple, après on part. Mais j'aime quand même les gens qui vont tout essayer Mhm. et qui vont faire tous les efforts pour que ça marche bien. Et chez Easy, normalement, on ne quitte pas la société. Après 2-3 ans chez Easy, on ne quitte pas la société, ça doit être jusqu'à la pension. Jusqu'à la pension. Et aujourd'hui, ça marche. Bah, évidemment, ils sont actionnaires, ils gagnent bien leur vie. Mais à la RAL également, j'aime avoir des gens que je sais que même si ça va être difficile, ils seront là dans 10 ans, dans 15 ans, que je vais pouvoir construire sur eux. Pour moi, c'est important de sentir que je peux compter sur eux. C'est pour moi important. Probablement que c'est également pour ça, parce que ma plus belle réussite, vous en avez pas parlé, mais ma plus belle réussite est quand même ma vie familiale. Donc, Bien moi, sûr. je suis tout le Oui, temps oui. avec mon épouse. On se connaît depuis 40 ans. J'ai 2 enfants magnifiques, maintenant des petits-enfants. Je suis encore très, très proche de mes frères, de mes sœurs. Mes amis d'enfance, quand ils me voient, c'est comme si rien n'avait changé. Donc, pour moi, ça, c'est la grande aussi réussite. très, très, très important. Puis, il y a la réussite professionnelle. Et la RAL, on va y venir. C'est une réussite sociale parce que, donc, je suis chez Easy. Donc c'était en 2016, hein, donc 2016, donc j'ai 50, je suis né en 63, donc j'ai 53 ans, mais je me sens quand même un peu plus fatigué, un peu plus las. Je vois mes directeurs qui sont de plus en plus forts et je mets ça à l'âge. Je dis oui, mais c'est normal, 50 ans, qu'on est un peu moins courageux, parce que oui, on n'en a pas parlé, mais une qualité très importante à mes yeux, c'est le courage, hein. Donc il faut toujours faire Mhm. preuve de courage, prendre des bonnes décisions. C'est normal d'avoir peur, mais il faut surmonter ses peurs et prendre, avoir le courage pour se jeter à l'eau. Donc, ouais, mener à bien ses projets. On se jette à l'eau, et puis une fois qu'on est à l'eau, il faut nager pour aller jusqu'au l'autre côté de la rive. Et donc, 53 ans, je me sens un peu là. Le football ne m'intéresse toujours pas. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que vous allez souvent voir des Je ne matchs? vais jamais voir des matchs. Même pas plus que ça. Mais j'ai été, quelques années avant, j'ai été Est-ce que vos nominé. enfants jouent au foot, par exemple? Non. Pas Ah, plus. il a joué, Stéphane, jusqu'à 12-13 ans. Non, le football ne m'intéresse pas. Mais j'avais été nominé manager de l'année. Et à un certain moment, il y avait ma bibliographie et on a vu que j'étais ancien joueur de foot. Et j'ai été sollicité pour toute une série de clubs pour les reprendre. Mais ça ne D'accord. m'intéressait pas. Parce que j'ai jamais rêvé d'être président et que ça ne m'intéressait vraiment pas. Bien qu'il y ait eu des contacts un peu plus rapprochés avec Mons. Quand Mons était en division 1 ou 2, ils ont fait ensuite faillite. Mhm. Et il y a eu des contacts quand même. Donc, juste pour bien comprendre, quand vous dites que vous êtes sollicité, c'est quoi? C'est la direction de ces clubs qui vous approche et qui vous demande de reprendre Oui, la c'est direction? ça. Comment ça se passe? J'ai eu 3-4 des dirigeants. D'accord. Et là, il y avait un des dirigeants de Club de Mons qui m'a sollicité. Tiens, le club est à remettre. Est-ce que ça peut vous intéresser? Vous êtes entrepreneur, vous êtes un ancien joueur. Est-ce que ça vous intéresse? Concrètement, il vous propose d'acheter le club. D'acheter hein. C'est ça que je D'acheter le club, oui. D'acheter le club ou d'investir dans des clubs, mais ça ne m'intéresse pas. Non, 2006 quand même. Hein. 2016. 2016. 2016. Il faut bien se rendre 2016, compte que ouais. C'est une quasi- la RAL avait pas beaucoup d'années. Non, la RAL n'existait pas. Pas encore. Non, la RAL n'existe toujours pas. D'accord. Non, attends, la RAL n'existe toujours pas. Et en 2016, je me pose plein de questions. Tiens, pourquoi je suis un peu plus fatigué? J'ai envie de donner de la liberté à mes directeurs. Et je décide de sortir de Easy, de sortir du comité de direction de Easy pour laisser mon comité de direction gérer la société Easy. Ça doit pas être une décision facile. C'est pas une décision facile. Quand on est tout en haut de la pyramide et que vous êtes un peu... Quand je dis que je suis fatigué, j'ai encore beaucoup plus de leadership que beaucoup de personnes. Hein. Donc, vous le voyez maintenant, 10 ans après, j'ai encore beaucoup de leadership. Mais bon, je sais, j'étais plus fort à 45 ans, à 50 ans, j'étais un peu plus courageux. C'est notre énergie. Et donc, je décide de faire un pas de côté chez Easy. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et comme on m'avait... Oui, il y avait aussi le club qui était à la Louvière,
qui s'appelait l'URLC. Quand la RAL a fait faillite, la ville a demandé à un club d'une des entités de la Louvière de revenir jouer au Tivoli. Ils ont changé. C'était l'Union du Centre qui jouait en rouge et bleu et ils sont devenus l'URLC, la Louvière Centre en vert avec un loup. Mais il n'y a jamais eu le public n'a jamais suivi et le bourgmestre nous avait dit tiens, ce serait bien que tu reprennes le club. Et on avait essayé de reprendre le club quelques années avant, mais c'était trop opaque et ça ne correspondait pas à mes valeurs et j'avais tout de suite toujours botté en touche. Fin 2016, début 2007, un des directeurs du ISI qui habite aussi à la Louvière me disait tiens, allez, tu vas avoir le temps, redémarrons à zéro un nouveau club, comme ça on le démarre comme on le souhaite, nous, exactement. Et 2017, comme je n'ai plus rien à faire, on prend la décision de lancer la RAL et de redémarrer à zéro, surtout pour prouver que le modèle ISI pouvait être reproductible dans d'autres domaines. Un modèle basé sur les valeurs humaines, sur l'organisation, sur la transparence, alors que le foot n'est quand même pas le monde le plus organisé, le plus transparent. Je me suis dit, allez, c'est un beau challenge. Et en même temps, un deuxième challenge, c'est écrire un livre. Puisqu'on a écrit avec un ami d'enfance un livre, on m'a pris pour un fou, où j'expliquais l'histoire de ISI, ce que je viens de vous expliquer. Je donnais beaucoup de conférences à ce moment-là, et les gens disaient, il faudrait mettre vos conférences sur papier. J'ai beaucoup hésité, et j'avais le temps, et on a pendant 1 an écrit ce livre avec également un copain d'humanité qui a écrit ce livre, et on a démarré la RAL à partir de zéro, pour démarrer en P4, donc avec Tony Thury, qui est toujours directeur chez ISI, qui est le CEO de la RAL. Et on a commencé à voir. Je souhaitais également que le club soit une coopérative. Coopérative, pourquoi ? Parce que je ne voulais pas être le seul actionnaire. Pas d'un point de vue financier, mais d'un point de vue philosophie. Parce qu'un club, je disais, ne peut pas appartenir à un seul homme, doit appartenir à une communauté. Et il faut des ambassadeurs du club. Et je suis allé voir toute une série de personnes pour qu'elles investissent 50 000 euros. Je me souviens que je m'étais fixé comme objectif 10 personnes qui mettent 50 000 euros. Moi, je mets 500 000 euros. ISI, les directeurs, parce que je ne voulais rien imposer, ont mis 500 000 euros. Et 500 000 euros ont été investis par des supporters, par des entreprises, 1 000 euros, 10 000 euros, 3 000 euros. Ouais. Et on a trouvé 2 millions pour démarrer le club avec 300 actionnaires. Tout ça en P4. Et on devait, c'était au mois de janvier, février, on a fait des démarches pour jouer au Tivoli, et on a commencé à présenter le projet. Les supporters ont commencé à s'intéresser, on les a vus. Et puis, quelques mois après, au mois de mars, s'est présentée cette opportunité de reprendre le club. On a fondé la coopérative, et puis on a racheté, je pense, 200 000 ou 250 000 euros, un matricule pour commencer en D3. Et puis, il a fallu recruter. Avant de recruter les joueurs et les entraîneurs, moi, je voulais d'abord recruter un commercial. Parce qu'il fallait vendre du sponsoring. Mon premier collaborateur, c'est un commercial qui est maintenant directeur commercial de la RAL et qui un jour deviendra sûrement le CEO. Donc, je l'ai engagé, il avait 23 ans, Ludovic Martins. Et avec lui, on a commencé... Comment ? Il était jeune, 23 ans. Mais chez ISI, on recrute que des jeunes. Comme ça, il était mon assistant pendant 3-4 mois. Puis moi, c'est le manager qui forme des managers. Et moi, je me suis occupé de lui. Maintenant, il est à mon avis, certainement le meilleur directeur commercial de Belgique au niveau foot. Mais il n'a que 30 ans en plus. Donc, oui. Et on a commencé à voir les sponsors. Et des gens disaient, mais non, mais vous n'allez jamais trouver. Et je pense que la première année, on m'a montré les chiffres il y a 2 jours, on a fait l'Assemblée générale. Je pense qu'on a eu 300 400 000 euros de sponsoring la première année parce qu'on présentait un projet. On a fait rêver énormément de monde autour de nous. On disait, les gars, on va être un club avec beaucoup de valeurs humaines, de transparence, vous pouvez nous faire confiance.
évidemment, c'est très facile parce que j'étais là et les gens savent ce que j'ai fait. Et quand vous avez quand même de l'argent, c'est très facile qu'on vous donne de l'argent. C'est quand vous avez besoin d'argent qu'on vous donne pas de l'argent. Mais quand vous avez de l'argent, quand on n'a pas besoin de l'argent des autres, en fait, je faisais presque une faveur qu'ils puissent mettre de l'argent dans le club. Enfin, j'exagère hein, parce que j'avais besoin d'ambassadeurs. Et puis, on a commencé à recruter. Je devais recruter. Oui, il y avait une autre personne quand même très importante lors de la création de la RAL, Vincent Bongiovanni, qui fait toujours partie du comité de direction, qui a eu un rôle et qui a un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, il s'occupe de l'école de jeunes. Et lui, il m'a recommandé quelques entraîneurs. Il travaillait avant au Sporting de Charleroi comme coordinateur. Il est de la région de la Louvière. Je le connais depuis qu'il est enfant. Et donc, j'ai vu une dizaine d'entraîneurs. Bon, étant ancien joueur, ça ouvre aussi un peu les portes. C'est un peu plus facile. Ancien joueur avec un coach d'entraîneur aussi. Comment ? Avec un diplôme d'entraîneur aussi. Donc. Ah oui, en plus, j'avais un diplôme d'entraîneur. Oui, bon, enfin, soit. Je veux dire que quand j'appelais quelqu'un pour prendre un rendez-vous, en général, il acceptait, même si c'était un club qui démarrait. Et puis, j'ai choisi, sur le conseil de Vincent Bongiovanni, il m'a présenté Frédéric Taquin. J'ai vu Frédéric Taquin et j'ai surtout voulu... Parce que, quand même, j'étais plus un connaisseur de foot. Moi, je pensais toujours qu'on jouait avec des libéraux et un demi-défensif et on parlait de 6. Et j'ai dit un 6, mais c'est quoi un 6 ? Enfin, moi, je connaissais plus puisque j'avais plus jamais été voir un match de foot. Mais j'ai choisi Frédéric parce que je sentais que c'était quelqu'un d'organisé, avec des belles valeurs humaines. Et puis, j'ai eu la surprise que c'était aussi un expert en football. Et puis, avec Frédéric Taquin, on a commencé à avoir plein de joueurs de foot pour constituer une équipe. Parce qu'évidemment, je voulais monter dès la première année. Et je le disais, je veux monter dès la première année. Mais bon, on sait que c'est pas... démarrer un nouveau club, choisir un entraîneur, choisir des joueurs, c'est pas facile. Mais on a eu la chance quand même de monter dès la première année. On n'avait pas de terrain d'entraînement, donc on allait à Écosine, on allait à Godarville pour s'entraîner. C'était vraiment, c'était pas facile. Trajet, hein. Donc c'était dur, hein, mais il y avait une bonne ambiance et on a démarré à peu près avec 100 jeunes. On a fait... Il y avait quelques ambassadeurs de la RAL, et Christian Vavadio, qui nous ont aidés. On a fait des détections, on a recruté une centaine de jeunes qui, eux, s'entraînaient à Bracny, mais dans des conditions vraiment déplorables. Et voilà, la machine était lancée. Dès la première année, je me suis tout de suite préoccupé pour le centre de formation. On a eu la chance de monter. Il y a eu un grand engouement parce que la RAL n'avait plus été champion depuis 20 ans. On est monté. En parallèle, la ville nous a donné un droit de superficie sur le terrain de Bracny ou le centre de formation. Et donc là, on a commencé un projet de grande envergure qui a duré 4-5 ans, où on a maintenant de magnifiques bureaux, 3 terrains synthétiques, un énorme parking, des terrains couverts. Salle de musculation. Salle de musculation, des bureaux, des vestiaires. Et ça, dès la 2e année, on a commencé à construire ça, et ça a duré 4 ans pour construire le centre de formation. Et dès le début, on savait également qu'on devait construire un stade. Donc, dès 2018, j'ai commencé à travailler au niveau du stade. Et puis, donc là, on crée un club. On voit un peu sans aucune passion. Je n'ai jamais rêvé peut-être que ça facilite, d'être président. Comment est-ce qu'on devient président de club de foot ? On ne devient pas. J'ai fondé un club. Je ne voulais même pas être président. Je disais, mais c'est quoi cette histoire d'appeler un président ? Je suis le CEO du club. Et puis tout le monde appelait président. Donc finalement, j'ai changé la carte de visite pour dire président. Enfin oui, soit président, quoi. Oui. C'était un peu le langage du foot, quoi. C'est vrai que dans le foot, on dit toujours président. Des présidents. Mais quelle différence vous pouvez faire en tant que président d'un club de Détroit à aujourd'hui un club de D1 ? Il n'y a pas de différence. Pas de différence ?
Le bonheur est le même. De toute façon, quand on est champion en D3, et de toute façon, on ne sera jamais champion en D1. Donc, je disais encore il y a quelques jours, finalement, il faudrait peut-être retourner en D1B parce que là, au moins, on gagne toujours. Le bonheur, il n'y a pas un bonheur plus grand. Quand on est champion en D3, c'est un moment de grand, grand bonheur. Le fait d'être en D1, c'est parce que le projet financier est pourrait devenir plus intéressant, mais surtout, la RAL, c'est un projet social, sociétal, de donner des émotions et de la fierté à toute une ville, Bien sûr. à toute une région. Et quand on est en D3, on n'a pas encore le droit vraiment d'être, pour les citoyens, d'être fiers. Je ne vois pas quelqu'un de la Louvière d'aller se vanter, la RAL est en D3. Mais quand on est en D1 dans un nouveau stade, ça donne de la fierté, de l'assurance à tous les Louviérois, du bonheur à tous les Louviérois. Et je n'aurais pas pu... Oui, on l'a fait aux vrais supporters, à 1000 personnes, tandis que maintenant, peut-être on n'a pas 15 000 personnes qui viennent nous voir, mais dans la région, je ne sais pas, il y a peut-être beaucoup plus de gens qui sont heureux grâce à la Louvière. Et ça me donne aussi du bonheur et de la satisfaction quand je vois les Louviérois, les sponsors, lors des réceptions, les supporters qui sont heureux. Ça me rend Non, c'est certain heureux. qu'ils sont heureux parce qu'on voit bien avec même l'Union Saint-Gilloise, les gens connaissaient l'Union Saint-Gilloise, mais il y a un engouement derrière le club ici à Bruxelles. Oui, on le sent, même ceux qui ne sont pas bruxellois. Saint-Gilles, ils sont fiers d'avoir. C'est pareil. Beaucoup dans le quartier, je pense qu'il y a des gens qui ne s'intéressaient pas forcément à l'Union, mais du fait de l'engouement, ils ont commencé à acheter l'abonnement, ils y vont. Parce que, en plus, c'est un club avec des valeurs aussi un peu humaines comme ça, et les gens s'y retrouvent quand on n'est pas là à faire des hooligans tout le week-end. Et donc ça, je pense que c'est ça qui plaît. Je pense que c'est la même un peu formule. Bien sûr, c'est un peu la même formule. Je pense qu'il y a peut-être une fierté supplémentaire à la RAL, c'est parce que maintenant on a un stade, et c'est parce qu'on est également super organisé, et tout le monde dit oui, mais la RAL, c'est super organisé, super structuré. Je ne parle pas d'un point de vue sportif, d'un point de vue gestion. Parce que moi, j'ai découvert les infrastructures l'année dernière. J'ai été à une journée de sélection de la CFF pour le Brabant Wallon. Il y avait tout un tournoi entre les différentes sélections. Je suis tombé des nues quand j'ai vu vos infrastructures. J'étais pas prêt, on m'en avait parlé parce que voilà, mais c'était vraiment. C'est bien. Et le stade est une véritable réussite. Donc il y a une fierté plus que sportive. J'ai le sentiment quand même à l'Union, c'est surtout la fierté des résultats sportifs de haut niveau qui sont exceptionnels. Chez nous, même si j'ai le sentiment que même si on n'est pas, ça ne durera peut-être pas longtemps, mais même si on n'est pas extraordinaire au niveau résultats sportifs, il y aura cette fierté ils vont nous donner 2-3 ans avant de relever leur niveau d'exigence. Tandis que l'Union a été performant dès la première année en D1. Ils étaient super performants en D1B déjà, et puis tout de suite, 3 années en D1B, surtout les 2 dernières années, souvenez-vous, en Coupe de Belgique, ils étaient déjà... ils n'ont pas atteint la demi-finale quand ils étaient en D1B, il me semble, ça me dit quelque chose. Ils avaient éliminé Anderlecht. Ils ont été loin, donc ils étaient déjà performants en D1B, ça donne de la fierté. Et puis en D1A, ce qu'ils font est juste formidable. Donc, mais il y a quelque chose qui est magique, on va dire, de votre côté, c'est que chez nous, on avait déjà Anderlecht, on va dire, du côté bruxellois. L'Union s'est rajoutée. Mais on va dire, de votre côté, c'était un peu plus compliqué avec Mons, on va dire, qui était descendu, la Louvière qui était descendue. Donc, je me rappelle... Il y a eu beaucoup de déceptions. Donc, en fait, c'est difficile de regagner la confiance. Peut-être qu'à l'Union, ils ont oublié tout ça. Mais à la RAL, c'est encore dans les mémoires, les magouilles qu'il y a eu, la faillite. Et beaucoup de gens ont dit plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et là, il a fallu reconquérir la confiance. Et le moindre faux... D'ailleurs, au début, beaucoup de gens critiquaient parce qu'ils n'osaient même pas y croire. Et... il a fallu du temps pour gagner la confiance. Le nombre de critiques gratuites, on disait que c'était un projet financier pour blanchir. C'était n'importe quoi comme critique. Mais là, on a maintenant un niveau de légitimité. Les gens ont compris que je ne fais pas ça pour l'argent. Et les Louviérois sont fiers de leur club. Parce qu'il y a une image qui nous reste dans la tête, c'est
au moment où vous marquez le dernier but, avant de la montée, c'est tous les gens qui sont la grande place sur la grande place qui fêtent le titre. Et ça, même nous en tant que Bruxellois, on était vraiment était contents. rêvé, hein. Oui, oui, Un scénario rêvé pour la montée. On était contents, même si ça a puni une équipe bruxelloise. Ça a puni une équipe bruxelloise, mais on était contents pour vous parce que cette image, elle était magnifique. Et puis c'est une belle, parce que en fondant la RAL, on disait dans les slides, je me souviens qu'on voulait donner un nouveau souffle, on était un peu culottés, hein, un nouveau souffle au football. Donc ça faisait partie de nos objectifs quand on a fondé la RAL. Nouveau souffle au football, c'était transparence, régularité. Par exemple, la première année en D3, moi j'ai combattu l'argent au noir dans les clubs de foot parce que tout le monde était payé au noir et moi j'ai promis qu'il n'y aurait jamais 1 euro au noir dans le foot. Mais les gens disaient vous allez assassiner le foot, ça ne se fait pas. Et nous on a eu plein de sponsors justement parce qu'ils ont vu qu'on était super réglo, quoi. Et donc j'ai joué un peu ce rôle-là de nouveau souffle, et là, dire d'un club de foot qu'il est super organisé, qu'il investit dans les infrastructures, les clubs de foot préfèrent donner de gros salaires aux joueurs plutôt que d'investir dans les infrastructures des jeunes, hein. Donc, et moi, je dis, non, c'est dans l'autre sens qu'il faut le faire, quoi. Président, en préparant l'émission, justement, Nico me disait, puisqu'on parle d'investir dans le club, au niveau de la formation, est-ce que il est possible encore aujourd'hui d'avoir un joueur maison de la HAL qui arrive en première division? Moi, c'est vrai que c'est difficile, hein, j'en parle tous les jours avec mes responsables, parce que c'est l'objectif. Moi, je souhaite que chaque année, il y ait, et je pense que je vais donner ça comme objectif concret, qu'il y ait au moins 2 joueurs dans le noyau et peut-être un nouveau joueur qui soit au moins la moitié de ses matchs titulaires. On va tout mettre en place pour arriver à ça. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, tout est mis en place pour y arriver avec des entraînements spécifiques. On est toujours en élite 2. Ce qui est très embêtant en élite 2 parce que les jeunes talentueux, ils risquent de partir. Les plus talentueux vont partir parce qu'ils vont recevoir un contrat d'un grand club, mais c'est pareil, peut-être Anderlecht où les meilleurs partent encore dans des plus grands clubs. Il y a toujours un plus grand club que son club. Alors, est-ce qu'on va y arriver? J'espère qu'on va. Dans tous les cas, on a énormément investi avec ce centre de formation parce qu'aujourd'hui, le centre de formation est dédicacé aux jeunes, puisque l'équipe première, hommes et femmes, s'entraînent dans le stade. Donc, il y a vraiment les jeunes, même s'il y a des départements communs. Donc, j'espère qu'on va y arriver. Au niveau des filles, on va y arriver sûrement. Et au niveau des garçons, mais on n'aura pas par saison 5 jeunes. Si on en a un par an, ce serait formidable, ou un tous les 2 ans, ce serait formidable. Et financièrement, c'est important d'avoir des gens du cru, quoi. Donc. Et juste une petite question. Bon, là, c'est une question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi vous avez choisi de jouer sur un terrain synthétique? Les choix sont vraiment, vraiment évidents, mais d'une évidence. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens ne jouent pas sur un terrain synthétique. Tout d'abord, les terrains synthétiques, c'est plus que... Aujourd'hui, un terrain synthétique, c'est plus la même chose, hein, c'est vraiment plus la même chose. Nous, on avait, sur ce terrain synthétique, maintenant, on a un blessé. Sinon, on avait 95% de présence à l'entraînement. Ça veut dire que l'histoire des blessures, c'est fini. On oublie, c'est plus une excuse. Pourquoi un terrain synthétique? Parce qu'aujourd'hui, on est en Belgique, la météo du mois de novembre, décembre, janvier, elle est extrêmement capricieuse. Moi, je souhaitais que l'équipe première s'entraîne au stade, sur le terrain sur lequel ils vont jouer pour tous leurs points de repère, mais surtout, je souhaitais que les filles s'entraînent au stade. Et que les filles jouent dans le stade. Les filles ont leur propre vestiaire, exactement les mêmes vestiaires que les hommes. Il n'y a pas de différence en termes d'infrastructure entre filles et hommes. Magnifique. Les filles, on souhaite que dans 3 ans et demi, on ne va peut-être pas y arriver en 3 ans et demi, mais on va tout mettre en place. Pourquoi 3 ans et demi? Je compte 7 demi-saisons, encore 3 saisons,
pour se préparer pour jouer en Champions League dans la quatrième saison, enfin dans 4 ans. Oui, tout à fait. Donc ce sera en juin, enfin il faudrait faire les calculs. Donc j'espère qu'on va monter en Super League, on va faire une année de Super League de transition, puis on va jouer le haut du classement en Super League la 2e année. J'espère qu'on peut ramener un titre, une qualification la 3e année pour la Coupe d'Europe, et j'ai envie de recevoir des équipes comme la Juventus, comme Paris Saint-Germain, dans Barcelone, dans le stade. Ça fait partie de notre mission et de ma mission. On va y arriver. Alors ce sera peut-être 4 ans et demi et pas 3 ans et demi, mais ça c'est un détail. Non, on note la date, on sera là. On note la date, évidemment, oui. puisqu'avec On refait un podcast dans 3 ans et demi. parce que l'équipe première, j'avais dit 10 ans pour aller en D1A, et on a mis 8 ans, parce que finalement, sur 8 saisons, dont 2 Covid, donc on a fait 6 saisons effectives, on est monté 4 fois, on a été 3 fois champion. Et l'année passée, on n'a pas été champion, mais le même nombre de points que Waregem. Ça s'est joué à vraiment pas grande chose si on tient compte de Dent, mais ne cherchons pas des excuses. On est deuxième, mais au même nombre de points qui ont 4 fois notre budget. Et donc, on est monté 4 fois, en étant en D1A, quoi. Donc, mais justement, comment ça s'est passé dans vos têtes, on va dire, les dernières secondes où il y avait Waregem, Molenbeek et vous? C'était des moments où on n'a pas très bien joué, et puis on a eu la chance d'encaisser un goal, et ça a libéré les joueurs. Et l'équipe avait démontré pendant tout le championnat qu'ils étaient toujours capables de revenir à la marque et de gagner, et j'étais relativement confiant. En même temps, ça n'aurait pas été une catastrophe si on ne montait pas, mais quand même, c'était intéressant de monter parce que c'était l'inauguration du stade. Sinon, c'était mieux de ne pas monter. Sportivement, c'était mieux de ne pas monter et de continuer un peu comme l'Union. L'Union a fait 3 ans en D1B. Et quand ils sont montés en D1A, ils ont tout de suite joué le top. Donc, je considérais que si on faisait une année de plus en D1B, le danger, c'est qu'après, on n'est jamais sûr de monter. Donc, ça ne se refuse pas. Le train, on le prend. Et comme, on a quand même ce brin de réussite, on est monté. C'était un grand, grand moment de joie. Et quand je vois maintenant la D1B, la difficulté, entre autres, quand je vois REDM, ils ont du mal. Peut-être qu'on se retrouve au milieu de classement. Donc, je suis content qu'on soit monté, et surtout le stade, parce que le stade, je ne sais pas si vous imaginez construire un stade, donc c'est fou. Non, c'est fou. On le voit, les difficultés que l'Union a ici à Bruxelles. C'est la folie, construire un stade. Et on a dû construire un stade on a mis 15 mois pour construire un stade. 15 mois, donc les travaux ont commencé en mars 2024 et 15 juin 2025, le stade... Vous avez fait appel à des Chinois? Le stade est prêt. Je fais appel à l'engouement, à la passion, au fait que j'étais tous les jours sur le chantier, 10 heures par jour, y compris les samedis, dimanches. Pas pendant 15 mois, mais les 6 derniers mois, tout le temps. Tout le temps. Et donc, tous les entrepreneurs ont travaillé dur, ont fait tous les efforts, travaillé les week-ends pour être prêts. C'était une fierté pour eux. J'ai fait appel à 180 sponsors qui ont eu une mission dans le stade. Mais c'est un pari parce que je voulais un stade avec une ambiance chaude près des joueurs. Et là, on a réussi notre challenge. Et ce stade a donné encore beaucoup de fierté. Donc, on a réussi dans le planning et on a réussi dans le budget. De nouveau, parce que organisation, valeur, respect, être correct avec des entrepreneurs, ferme mais correct, c'était un projet de ville. J'ai envie de. La ville a participé aussi. La ville a construit le parking. Avec la ville, ça n'a pas été facile. On a eu plein d'années difficiles, mais les 2-3 dernières années ont été un peu plus faciles, puisqu'on refusait le premier projet de stade. Pour le centre de formation, ils nous ont mis aussi des bâtons dans les roues, parce que, je sais pas, il y avait une méfiance. Mais maintenant, ça va. Tout est au travail main dans la main. Et donc, on est monté 6 fois, et puis
Bon, un peu de chance, on est monté aussi en D1A et les filles, ce sera pour l'année prochaine. Tout ça pour dire que quand on travaille dur et qu'on s'organise et qu'on est des belles personnes qui sont loyales, qui restent dans le club, Mhm, ça attire. mhm, Ça attire des sponsors, ça attire des gens talentueux comme un Nico Frutos, Bien sûr. comme un Enzo Schifo, ça attire du monde. Et Anthony Van Den Borre. comment vous vous êtes allez décider à vous encadrer d'anciens joueurs professionnels ou Moi, des grands noms quand même? je ne recherche pas les joueurs professionnels, hein, donc c'est le hasard que Nico soit un joueur Mhm. professionnel. Je ne l'ai pas pris parce que c'est un joueur professionnel. Enzo, parce que il est de la Louvière et qu'on se connaît depuis toujours. Nico, c'est parce qu'on me l'a présenté et en discutant avec lui, j'ai trouvé qu'il est extrêmement intéressant. Et puis mes directeurs l'ont vu également, et voilà. Mais donc on n'est pas à la recherche de. D'ailleurs, Frédéric Taquin n'est pas un entraîneur. J'avais eu des contacts avec des anciens joueurs il y a 7 ans professionnels, et finalement j'ai pas pris joueur professionnel, j'ai pris Frédéric Taquin. Non, je ne regarde pas. Je ne regarde pas ça. Après, Nico connaît Anthony, il a pris C'est ça. Anthony. Avec. Mais si vous regardez dans le staff, dans le comité de direction, d'ailleurs, personne d'entre nous n'a l'expérience de la Division 1. Même Nico n'a pas énormément d'expérience de la Division 1. Moi, je n'ai pas d'expérience de la Division 1 en tant que dirigeant, le CEO non plus, le directeur sportif non plus. On découvre tous Oui, tous les joueurs, on oui. découvre tous la Division 1. Donc, Oui, comme vous l'avez dit, on parle effectivement, pour ceux qui ne savent pas, Nicolas Frutos, on parle d'Anthony Van Den Borre. Je cite les noms de famille parce oui, que oui, voilà, oui. c'est vraiment ça, c'est pour Bien sûr, ceux bien qui sûr. sont Bah, il y a dedans, ils eu, il savent. y a eu Silvio, mais Silvio, peut-être qu'on aurait dû un peu plus l'intégrer. Mais Silvio, c'est un ancien de la rage. Je suis aussi proche de lui Ouais. depuis Ouais. toujours. Mais en même temps, bon, je peux comprendre que le club de Silvio, c'est Anderlecht. Enfin, Mhm, mhm, bon, et peut-être, enfin, même le club de Nico et d'Anthony. Enfin, Anthony, je connais moins bien, mais Nico, Anderlecht reste quand même son Maradona et Anderlecht, ça reste quand même, c'est Bien point de sûr, repère, quoi. bien sûr, bien sûr. Oui. Mais justement, donc, moi, en étant coach, on a été faire un match de préparation contre vos jeunes, justement, et en voyant Anthony, qui est un ami à nous, ça m'a fait plaisir. Et quand je l'ai vu dans ce rôle-là, Ah, c'est bien. j'étais vraiment surpris et content pour lui et Merci. pour vous, parce Ouais. que je sais qu'il va vous ramener vraiment quelque chose d'exceptionnel. Bien Donc, sûr, parce qu'il est, ouais. il est passé par des moments, justement, Non, c'est bien, mais on aime, de nouveau, c'est quelqu'un de valeur, Mhm. c'est important, quoi. Donc, oui. Donc Non, voilà, c'est- malheureusement, notre podcast va bientôt toucher sa fin. Donc on va Oui, mais tout voilà. petit à petit finir. Moi, je voulais aussi, surtout, je me posais la question, donc en tant que président, peut-être que vous n'aimez pas trop, Ouais. mais je veux dire que c'est quoi une journée type dans la vie de président de M. Curaba? Bah, moi, déjà, je suis sorti il y a 6 mois du comité de direction, donc je n'ai plus de rôle opérationnel. Aujourd'hui, j'ai un rôle plutôt de fédérateur, d'objectif, de m'assurer que tout se passe bien. Donc j'ai un rôle, enfin je passe peut-être 1 heure ou 2 au stade où je vais dire bonjour aux commerciaux, je vais dire, enfin j'ai quand même mon PC, je travaille, je vais peut-être appeler quelques sponsors, puis je vais aller dire bonjour au coach, 2 minutes, et donc je m'occupe encore de problèmes dans le stade puisqu'il y a encore des choses à terminer. Et m'assurer que le club reste organisé, que le club se remette en question tout le temps. Donc que les responsables. Le danger, c'est qu'un certain nombre s'installe Mhm. dans quelque chose qu'on a tout fait sans le remettre en question. Et le seul moyen de progresser, c'est de toujours se dire ce qu'on fait n'est plus bon. Il faut changer. Enfin, ou au moins se poser la question, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et moi, je suis juste un agitateur pour leur dire, faites attention, ça s'est passé bien, ça vous devez évoluer, ça, vous n'êtes pas assez productif. Et voilà, et c'est ce que je fais aussi. Non, chez Easy, non. Je l'ai fait pendant 2-3 ans chez Easy. Maintenant, chez Easy, je vois les CEO 2 fois par an. Ils me Mhm. présentent quelques KPI. Et là, la RAL, tous les responsables doivent me présenter des KPI. Je veux m'assurer que le club
continue à progresser. Mon seul rôle, c'est de m'assurer que le club continue à progresser. Président, je suis... Et puis, sinon, la vie d'un président, c'est la vie de la même vie. Le soir, je regarde mes séries, je fais mes étirements. Rien de spécial. Donc, je m'occupe de ma petite fille, de mes petits-enfants, je m'occupe de mon... Vous ne regardez pas la tribune aussi? Je regarde la tribune. Avant, je ne regardais pas la tribune. Maintenant, je regarde la tribune. Avant, je regardais nettement moins. Et je regarde... Je ne suis pas un fan de foot. Je le regarde par métier. Donc, quand on était en D1B, je ne regardais pas les matchs de D1A, je regardais les matchs de D1B. Mais j'avoue que je regarde moins maintenant les matchs encore que j'en regardais plus l'année passée. La question que je me posais par rapport au match, c'est qu'en tant que président, est-ce que vous assistez à tous les matchs? Est-ce que vous devez y assister? J'aime bien assister à tout, sauf quand je suis en vacances, mais j'aime bien assister à tous les matchs. Hier, j'étais à Est, là, ça m'a énervé, mais bon. C'est la pluie. Donc je regarde les matchs, on est le comité de direction, on est là. Quelquefois, quand je sens que je vais dire bonjour aux joueurs sur le terrain, si je sens que je dois dire un mot à un joueur, je vais aller le dire. Mais je ne vais jamais dans le vestiaire, ni avant, ni après. On laisse le directeur sportif travailler, choisir les joueurs. Oui, c'est le directeur technique, Nico, les entraîneurs. Je suis pas. Ça vous arrive encore de vous mêler un peu dans la négociation par rapport à un joueur Non, je ne l'ai plus fait depuis 1 an. Bon, maintenant, l'étant D1A, je vais essayer d'améliorer encore l'organisation, le process de recrutement, parce que la clé, c'est ça, c'est le process de recrutement. Donc, on travaille beaucoup là. On a un groupe de travail pour essayer de réduire au maximum les erreurs de recrutement. Beaucoup trop de clubs font des erreurs de recrutement, et puis on se retrouve avec des noyaux de 30-35 joueurs sur 2 saisons, parce qu'il y a 5-6 joueurs qui ont des contrats de 2 ans, mais qui sont plus assez bons, mais ils sont encore là. Et donc, une des clés du succès, c'est de bien recruter, donc des joueurs à haut potentiel, mais aussi de faire le moins d'erreurs possible. Attention, il y a hommes et il y a également femmes. Les femmes, on a encore plein de travail à faire, et comme on est tous un peu trop de travail, quand je sens que je peux aider quelqu'un pour le soulager, je vais le faire. Quoi. Président, j'ai encore une question. Je suis un fonds d'investissement étranger. Est-ce que vous vendez la halle? Non. Un fonds d'investissement, ça ne sert... Quelqu'un qui vient de l'argent sur la table? Non, ça ne sert à rien. S'il y a... Qatari qui vient avec une valise. Non, s'il y a... Je ne sais pas, moi, s'il y a l'année dernière, il y a eu une augmentation de capital. Il y a eu 2-3 sociétés qui ont investi, mais on parle de soit 70 000, 80 000 euros, parce qu'elles avaient envie d'être ambassadeurs. Donc, si un entrepreneur fortuné, dit, mais moi, j'adore le projet de la RAL, j'ai envie de mettre 500 000 euros, et je pense, Salvatore, que je peux t'aider peut-être à trouver des sponsors, être l'ambassadeur. J'ai pas de problème avec ça, mais cette personne n'aurait, sauf si elle a envie de jouer un rôle, mais on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de valeur ajoutée. On a besoin de valeur ajoutée. Donc, si quelqu'un peut aider la RAL à se développer, évidemment qu'il est le bienvenu, mais c'est pas la recherche de l'argent, c'est la recherche de qu'est-ce qu'il peut apporter à la RAL, quoi. Donc super. Donc avant de terminer, on a un peu une petite tradition en Football Undercover. On essaie de demander à nos invités s'ils ont une anecdote, une histoire un peu qui sort de l'ordinaire, pas forcément. Tiens, j'en pense. Voilà, comme ça, nous, une petite anecdote là. On va en faire un livre d'or. C'était limite. Hein. Donc, quand on est monté en National 1, match contre. Quand on était sûr de monter, c'était le match contre Gand, c'était à 5-6 matchs de la fin du championnat, et si on gagnait ce match, on était sûr de monter, et finalement je décide de descendre sur le terrain, parce qu'on monte en D1B, donc c'est quand même bien, et puis il y a eu envahissement de terrain, et quelqu'un m'a donné un fumigène. Ok, et j'ai pris le fumigène, et je crois que j'ai fait 3 fois ça, et j'ai rendu le fumigène. Et j'ai rendu le fumigène à personne, si ce n'est que la presse a pris des photos. Et donc,
la police s'est sentie dans l'obligation de faire un rapport, parce qu'ils disent on est obligé, mais tu risques rien, Salvatore. Et finalement, j'ai eu une interdiction de stade pendant 3 mois. On est allé en appel et lancé une procédure contre ça. donc j'ai reçu un PV, amende à payer, parce qu'il n'y a pas de dès que vous faites une infraction, il n'y a pas de pénalité à zéro. Vous avez une pénalité, quoi. Vous avez le minimum, c'était 3 mois. Et donc je risquais pour l'inauguration, parce que le jugement c'était, donc je risquais pour l'inauguration d'être interdit de stade. Le président de la Louvière interdit d'être à l'inauguration de son. C'était vraiment débile, quoi. C'était vraiment débile. Bon, puis on a dû faire appel à un avocat et puis le jugement a eu lieu, je pense, il y a 1 mois, et donc j'avais complètement oublié d'ailleurs, et donc finalement j'ai été acquitté. Enfin bon, soit c'était une petite superbe anecdote, sincèrement. C'est interdit de stade, quoi. Donc voilà. Sur ce, Monsieur Kuraba, on vous remercie énormément pour votre présence, vraiment pour votre parcours et pour tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant. Magnifique, on pourrait rester toute la journée. Franchement, voilà. Avant de terminer, les gens vont écouter pendant 1 heure. Non, c'était un peu. Ils écouteront parce que c'est passionnant. Écoutez, abonnez-vous, c'est ici que ça se passe. Donc, avant de terminer, je vais remercier aussi mes 2 acolytes, Nico Lungu et Michael Otika. Donc, et vraiment un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui sont là-bas. Merci. Et donc, comme a dit Lotika, n'hésitez pas à vous abonner pour nos prochains épisodes. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.